les supports et le replay vous seront transmis. Écoutez, tout d'abord, merci pour votre participation à notre quatrième atelier achat responsable de l'année. Donc, celui-ci est consacré à la programmation, avec bien évidemment en filigrane la programmation pour faciliter l'achat responsable. Donc, je vais vous partager mon écran, puisque nous aurons euh, trois intervenants. Dites-moi si vous voyez bien mon support. Oui, on le voit bien, Erika. Merci, Laura. Alors, comme je vous le disais, donc notre atelier sera divisé en trois périodes. Donc, il y aura une présence. Donc, je ferai une petite présentation rapide du GIP Maximilien et de notre pôle achat responsable. Ensuite, nous aurons l'intervention de notre juriste Laura Marchal qui reviendra sur le concept de programmation. Et ensuite, nous aurons donc le retour d'expérience de deux donneurs d'ordre. Donc, le RESA, Madame Berzani, qui nous présentera le process programmation du RESA et Monsieur Albou du conseil départemental de Seine-et-Marne. Voilà pour le déroulé de notre atelier. Donc, n'hésitez pas à... Alors, on prendra bien évidemment vos questions à la fin de l'intervention de chaque intervenant. Et puis, n'hésitez pas à intervenir hein, dans le chat. On prendra vos questions. Alors, rapidement, un petit rappel sur le GIP Maximilien. Donc, le GIP Maximilien, c'est le service mutualisé d'administration électronique. Donc, nous accompagnons les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. Et donc, nous souhaitons également rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises. Donc, notre cible également sont les opérateurs économiques. Et notre troisième mission, c'est la promotion de l'achat responsable. Donc, nous accompagnons les administrations, les acteurs publics territoriaux et les entreprises dans leur transformation numérique. Nous leur proposons un certain nombre de services quand ils deviennent adhérents du GIP Maximilien. Donc tout ça a des coûts quand même assez raisonnables. Et puis, nous leur mettons, voilà, nous mettons à disposition de nos adhérents une palette d'outils et de services. Alors maintenant, l'équipe achat responsable, donc depuis la création du PNAD, le lancement du PNAD en 2022, donc le GIP Maximilien anime le réseau francilien de l'achat responsable. Donc nous sommes une équipe de trois, donc pilotée par Louise Vidal, qui est la chef de projet. Et donc moi-même, donc je suis sur le volet social, et donc ma collègue Anaëlle Mazin, que un certain nombre d'entre vous connaît, est l'experte sur le volet environnemental. Donc, nous contribuons en tant que GIP Maximilien aux différents travaux nationaux sur les achats responsables. Donc, nous travaillons notamment avec l'Interréseau de la commande publique durable, donc avec le CGDD sur le volet environnemental, et puis avec Alliance Ville Emploi sur le volet social. Donc, nous mettons à disposition des acheteurs un certain nombre de ressources que vous pouvez retrouver à la fois sur notre site internet, dans notre espace commande publique responsable, et nous avons également une page YouTube où vous pouvez retrouver le replay de tous nos ateliers. Nous avons également un espace d'échange sur alors la nouvelle plateforme hein, qui n'est plus rapide, mais le nouveau site qui s'est lancé par le CGDD, et nous diffusons trimestriellement une lettre d'information achat responsable. Donc, si vous souhaitez être destinataire, si vous n'y êtes pas déjà, n'hésitez pas à nous donner votre adresse mail dans le chat, et nous vous mettrons dans notre mailing list. Alors, le pôle achat responsable fait ses deux missions. Donc, la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales, donc là, qui existe depuis 2016 sur le volet social. Et donc, nous animons hein, au niveau de la MAX tout l'écosystème de la clause sociale. Et donc, le guichet vert qui a été créé en 2022 et qui est porté par ma collègue Anaëlle Mazin.
Et donc, nous avons une offre, voilà, nous développons une offre de services complémentaires sur un format d'une demi-journée. Et donc, si vous êtes, voilà, pour l'accompagnement à l'achat responsable, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, donc achat-responsable@maximilien.fr, et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Donc, je vais laisser maintenant la parole, on va démarrer le webinaire sur la programmation. Donc, je vais laisser la parole à Laura, qui est notre juriste, voilà, qui vous présentera, qui vous fera un petit point sur, voilà, le concept de programmation. Merci beaucoup, Erika. Alors, dans un premier temps, déjà, pour vous présenter ce qu'est la programmation, il faut savoir déjà de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la programmation des achats? Très simplement, la programmation, elle va désigner le fait pour un acheteur de communiquer sur ses prévisions de publication concernant ses futures procédures de passation de ces marchés. La programmation, elle va concerner l'ensemble des procédures envisagées par l'acheteur, c'est-à-dire même ces marchés en dessous d'un montant estimatif de 40 000 € hors taxe, c'est-à-dire les marchés qui peuvent être passés sans procédure de publicité et de mise en concurrence. Plus généralement, il faut savoir que la programmation, est un mécanisme qui est à la fois purement informatif et également, non exhaustif. Dès lors que l'acheteur et ses services, lorsqu'ils recourent à une programmation, cette dernière, elle ne concerne pas, elle ne se répertorie pas, comme un avis de publicité, un avis de préinformation ou encore un avis d'appel public, à la concurrence. De même, cette programmation est non exhaustive, dès lors que l'acheteur pourra faire remonter, les informations, qui lui semblent, pertinentes. Ces informations, comme nous allons le voir par la suite, c'est l'acheteur qui peut décider, lesquelles il fera remonter et au cours de la programmation, ces éléments peuvent évoluer, selon la maturation, de la procédure, d'achat, mais également de l'évolution, des besoins. Maintenant qu'on a pu cerner un peu plus, ce qu'est la présentation, il faut savoir, quand cette dernière, a-t-elle lieu? La programmation, elle se situe en amont du lancement de la consultation, mais également en amont de la phase de sourcing, avec laquelle elle est, complémentaire. En effet, la programmation va permettre à un acheteur, de se faire connaître auprès des opérateurs économiques, mais également de faire connaître ses besoins. Une fois qu'on a pu cerner, ces différents éléments, la question se pose de pourquoi recourir à la programmation? Quel est concrètement, son intérêt? Il faut savoir que même si certes, cette programmation est un mécanisme qui est facultatif pour les acheteurs, elle n'en revêt pas moins un certain nombre d'avantages qui sont non négligeables quand même. Et ces avantages, sont à la fois au profit des opérateurs économiques, mais également au profit, des acheteurs. Notamment, pour les opérateurs économiques, elle va permettre de simplifier leur accès à la commande publique, notamment pour les TPE et PME, mais également, par exemple, pour les entreprises, inclusives. En effet, la programmation va permettre de leur donner de la visibilité, sur les futurs, lancements de consultation, par les différents acheteurs, afin de leur permettre d'anticiper, mais également de planifier leur charge de travail potentielle, qui va en découler. D'une autre part, pour les acheteurs, les avantages de la programmation sont, d'accroître la concurrence, en incitant donc de nouveaux opérateurs économiques à soumissionner à leurs procédures de passation, mais également de maîtriser les risques de leur stratégie achat, dès lors que l'acheteur, il va pouvoir, anticiper aussi bien quantitativement que qualitativement, les besoins, qui seront les siens. Pour, synthétiser un petit peu l'avantage, de la programmation, c'est qu'elle va concourir au développement d'un dialogue entre les acheteurs
et les opérateurs économiques. Ce dialogue qui sera par la suite nécessaire dans le lancement d'une potentielle phase de sourcing avec laquelle, comme je vous l'ai dit, la programmation est complémentaire. Une fois qu'on a pu cerner un peu mieux ce qu'est la programmation, il va falloir se pencher sur comment présenter cette programmation et comment peut-on la préparer. Alors, il faut savoir que pour réaliser en fait une programmation de ces futures procédures de passation pour un acheteur, il faut que cet acheteur soit lui-même quelque peu mature ou du moins qu'il fasse preuve d'une certaine anticipation. En effet, dans une logique de bonne gestion, l'acheteur va devoir déterminer ses besoins de manière très simple, hein. Savoir la nature de ce besoin, son objet, potentiellement son montant estimatif, l'ensemble de ces éléments qui vont pouvoir lui permettre d'établir un rétro-planning sur les futures procédures de passation qu'il devra lancer. Cette détermination de ce rétro-planning se fait généralement sur une période d'une année pour donner suffisamment de visibilité aussi bien à l'acheteur que par la suite pour les opérateurs économiques. Une fois que ce rétro-planning est établi au sein des services de l'acheteur, cela va lui permettre également de mobiliser des ressources qui seront nécessaires. Ces ressources sont notamment en termes humaines, pour pouvoir planifier la stratégie achat, mais également pour permettre un dialogue en interne des services de l'acheteur pour faire remonter les potentielles évolutions des besoins ou des futurs marchés qui seront lancés. Ce rétroplanning permet également de tenir compte des échéances normatives actuelles, mais également futures au moment où sera lancée la consultation. Le fait aussi d'établir un rétroplanning va permettre une certaine maturité des projets de consultation, notamment en intégrant des bonnes pratiques en termes d'achat responsable, en associant un facilitateur des clauses sociales ou encore en prenant en compte différentes considérations du fait de la maturation du projet. Il faut savoir également que pour, valoriser en fait le recours à cette programmation et à cette préparation qui est quand même assez prenante, la programmation peut être valorisée dans le cadre du SPASER, c'est-à-dire du schéma de promotion des achats, publics, socialement et écologiquement responsables. Ainsi, la programmation s'inscrivant dans votre SPASER pourra être valorisée. Alors, une fois qu'on sait comment préparer, la programmation, un petit peu en interne de vos services, il va falloir présenter cette programmation, au profit, des opérateurs économiques. Alors, formellement, généralement, la programmation, elle va se présenter sous la forme d'un tableau. Ce tableau, il va comporter à minima, 4 informations. La première information, c'est la nature, de votre marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché de travaux, de fournitures ou de services? Dans une deuxième colonne, ce tableau va comporter l'objet du marché. Par exemple, l'entretien d'espaces verts, de la prestation intellectuelle, de l'achat de fournitures bureautiques. La troisième colonne de votre marché, portera sur le montant prévisionnel estimatif hors taxe de votre marché. Soit vous pouvez vous baser sur les seuils, de publicité et de mise en concurrence, soit vous pouvez mettre une fourchette de prix. Et enfin, la quatrième colonne, de votre tableau de présentation de votre programmation, sera la date de lancement prévisionnelle. Cette date, vous pouvez l'indiquer soit de manière semestrielle, soit de manière, trimestrielle. Il faut savoir que ces 4 colonnes que je viens de vous énumérer, sont un petit peu les fondements de votre tableau, et de votre tableau de programmation. Vraiment les piliers qui vont, intéresser les opérateurs économiques. Mais vous pouvez bien sûr agrémenter ce tableau, de toute information qui vous semble pertinente au regard, de vos besoins. Par exemple, intégrer une colonne, sur les considérations sociales, les considérations environnementales, le type de procédure auquel vous voulez recourir ou encore le périmètre géographique d'exécution de votre marché. C'est autant de données qui peuvent figurer dans votre tableau de programmation de sa présentation dès lors qu'elles vous semblent pertinentes.
Alors une fois que vous avez pu établir, ce tableau, et qu'il est, formellement établi, il va falloir communiquer dessus. Donc cette communication va se faire, au profit des opérateurs économiques et il ne faut pas hésiter en tant qu'acheteur à, diversifier, les sources, de canaux de communication auxquels vous allez recourir pour présenter votre programmation des achats. En effet, cette communication, elle peut se faire à minima, sur la publication, en fait, de ce tableau que je viens de vous exposer. Cette publication peut notamment se faire, sur votre site internet institutionnel, sur votre profil acheteur, sur vos réseaux sociaux, par un emailing ou encore au travers d'une newsletter. Il ne faut vraiment pas hésiter à diversifier les canaux de communication afin de toucher un maximum, d'opérateurs économiques, mais également potentiellement de vous faire connaître de nouveaux opérateurs qui pourraient être intéressés à soumissionner à vos marchés. Il faut également noter que pour les services de l'État et leurs établissements, les hôpitaux et les collectivités territoriales, il existe une plateforme spécifique pour la publication de votre programmation. C'est le portail Approche que vous devez connaître. Mais bien sûr, même pour ces entités, vous pouvez recourir à une publication, au travers, de différents canaux que le portail approche. Une fois que cette première, on va dire, cette première communication est faite, il ne faut pas hésiter en tant qu'acheteur à aller un petit peu plus loin dans la présentation de votre programmation des achats. Je veux dire une présentation plus concrète et plus concrète, de votre programmation. Cela passe notamment par, une réunion potentiellement de présentation de cette programmation. Cette réunion peut très bien s'effectuer aussi bien en présentiel, comme en distanciel. Dès lors que, en tant qu'acheteur, vous décidez de passer un petit peu plus loin et d'aller plus loin dans votre présentation de votre programmation, il faudra, définir les modalités de la présentation, c'est-à-dire le lieu, la date, l'horaire, et si également vous la faites en présentiel ou en distanciel. L'avantage de recourir à une présentation, sous forme de réunion de votre programmation, c'est que vous pourrez toucher un plus grand nombre d'opérateurs économiques, mais également avoir leur retour. Alors pour présenter un peu plus, ce déroulement en fait de la présentation et les éléments, que nous avons identifiés comme étant majeurs, pour cette présentation, il faut déjà, se dire que, il est potentiellement, souhaitable en fait, lors de la présentation de la programmation, de diffuser un support de présentation qui peut être généralement le tableau de programmation que vous avez établi. En tout état de cause, il faut savoir qu'en tant qu'acheteur, vous devrez diffuser, l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la compréhension de votre, programmation des achats, qu'il s'agisse de marché, ou de vos différentes procédures de consultation que vous envisagez. Le fait de diffuser les informations qui sont nécessaires à la compréhension, va permettre de garantir un niveau d'information, qui sera, identique à l'ensemble des opérateurs, économiques. C'est pourquoi il est parfois conseillé, lorsque vous recourez à une réunion de présentation, de filmer ou alors d'enregistrer, votre réunion afin de la diffuser a posteriori. Cet enregistrement ou ce film est bien sûr, totalement, facultatif. Heu, Également, au cours de cette réunion de présentation, vous pouvez aménager un temps en fin de présentation, pour, un temps d'échange, un temps de questions-réponses, une petite FAQ en fait, pour que les opérateurs économiques, vous présentent leurs interrogations sur vos futures procédures de passation, et ainsi déjà avoir une première approche, du ressenti, des opérateurs qui seront présents. Bien sûr, au terme, de cette réunion, il vous est conseillé, sur votre par exemple, sur votre site institutionnel, de réserver une page où vous mettez votre tableau de présentation de votre programmation des achats
agrémenté du coup de potentiellement, l'enregistrement de votre, réunion et également, des échanges, qui ont eu lieu, dans le temps de questions-réponses afin que toujours l'ensemble des opérateurs économiques aient le même, niveau d'information, sur votre programmation, des achats. En tout état de cause, il est quand même, conseillé en fait, que votre programmation, reste disponible, de manière, actualisée et régulièrement mise à jour, sur votre site internet à minima. Et cela au moins jusqu'à la date limite de remise de vos offres ou au moins jusqu'à la notification de votre marché. Puis après, bien sûr, vous pouvez enlever, cette programmation des achats qui a eu lieu, de votre tableau, de programmation. Donc, comme on a pu le voir, ce qu'était la programmation, comment on la prépare et comment se déroule, sa présentation concrète aux opérateurs économiques, on voit quand même qu'il y a une certaine, frilosité ou encore un petit peu une réticence, des acheteurs, en fait, à recourir à la programmation. Déjà parce que déjà, des fois, on ne sait pas, comment la mettre en œuvre, mais également parce que c'est une procédure, un mécanisme qui est un petit peu nouveau comme au début avec le sourcing où les acheteurs étaient assez frileux en fait de rencontrer des opérateurs économiques au risque de parfois, d'aller contre des principes, de la commande publique. Il faut que la programmation s'insère, de manière progressive dans la pratique, des acheteurs, car il faut savoir que même si, concrètement, la programmation, elle n'est pas définie dans le code de la commande publique. Elle en découle toutefois implicitement, des dispositions qui sont relatives à la préparation et à la passation, des marchés publics. En effet, la programmation, elle n'en est pas moins conforme, aux principes fondamentaux de la commande publique, notamment au travers des différents points de vigilance, que j'ai pu évoquer lors de cette présentation de la programmation. Sur les 3 principes fondamentaux de la commande publique, très concrètement, sur l'égalité de traitement des candidats. Il faut savoir que ce principe est préservé car, l'ensemble des candidats, il va recevoir le même niveau d'information, que ça soit juste par la diffusion de votre tableau de présentation de votre programmation ou également par la diffusion de votre enregistrement, de votre présentation de votre programmation des achats. Sur le principe de la liberté d'accès à la commande publique, c'est pour ça que je vous ai à maintes reprises invité à multiplier, vos canaux de diffusion, justement pour qu'un maximum d'opérateurs économiques aient connaissance de votre programmation des achats, puissent en prendre connaissance, puissent, intervenir lors, de votre potentielle réunion, de présentation et qu'ils bénéficient du coup, de la programmation des achats que vous partagez avec eux. Et enfin, sur le dernier, principe, fondamental de la commande publique, celui de la transparence, il faut savoir que du fait que vous diffusez, votre programmation, que la FAQ est disponible, que le support de présentation est disponible, que votre tableau est disponible, l'ensemble de ces éléments fait que vous êtes transparent, sur votre programmation des achats et c'est pourquoi je vous ai également invité à régulièrement la mettre à jour et à en tenir informés, les opérateurs économiques. Donc voilà, tous ces éléments, c'est pour vous dire vraiment qu'en tant qu'acheteur, il faut que vous saisissiez, de ce mécanisme de la programmation des achats afin que par la suite, vous puissiez avoir des retombées positives, sur vos pratiques, sur vos procédures de passation. Car bien sûr, si les acheteurs, connaissent en amont vos besoins, connaissent en amont, les ressources qu'ils vont également devoir mettre en œuvre, cela, ne pourra être que bénéfique, pour les offres que vous allez recevoir au cours, de vos consultations. Mais également, vous avez pu voir que c'est aussi bénéfique en interne de vos services, car cela va permettre, bah, de développer un dialogue en interne de vos services et également de planifier sur le long terme et de voir sur le long terme, les procédures que vous allez devoir lancer selon vos besoins et également, bah, de vous conformer à certaines obligations, en ayant davantage de temps de préparation, de vos consultations. Voilà. J'en ai terminé et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Laura pour cette présentation très complète. Alors je vais arrêter le partage de mon écran pour voir tout le monde.
Je ne vois pas. Non, je vois pas de questions. Si, Ah, je crois qu'on a une main levée, Ah, il y a Erika. une main levée. mm. Oui, c'est Catherine Bersani. Oui. En fait, je me permets juste de compléter. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Et je pense qu'effectivement, il y a un point important hein, en amont, c'est la programmation déjà pour sa propre direction, son propre service et pour ses propres équipes. C'est-à-dire qu'en soi, c'est vrai que des fois, on avance un petit peu tête baissée, on manque un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'il y a à faire, mais la programmation, en fait, c'est ce qui permet, d'organiser aussi le travail, d'avoir une visibilité sur les marchés à venir, mais aussi c'est de voir les besoins réels de ressources qu'il peut y avoir dans une direction et un service. Et ça, c'est un point très important parce que souvent on dit bon, on a besoin de personnes pour pouvoir faire les marchés, on a besoin d'acheteurs, mais c'est pas toujours évident de quantifier la charge. Et la programmation est aussi un outil managérial avant d'être aussi un outil de communication aux fournisseurs. Enfin, moi, j'aborderai la facette fournisseur, mais c'était vraiment pour compléter vos propos parce que je pense que il faut vraiment le voir aussi comme ça, comme un outil managérial au sein d'une direction ou d'un service. Oui, merci beaucoup, pour cette, voilà, ce complément parce qu'effectivement, ça permet de, voilà, de mettre un petit peu aussi tout le monde, autour de la table informé sur, alors, voilà, moi, je suis toujours sur, enfin, nous, on est sur le volet achat responsable, mais c'est vrai qu'on Ouais, bien entend sûr. souvent, voilà, il y a pas que l'acheteur, il y a aussi, les juristes qui doivent être associés, bien évidemment, les prescripteurs ou les techniciens et là, ça permet effectivement de partager l'information, en interne donc c'est vrai que c'est aussi très, très, très intéressant. Bah, vous soulevez la question de la gestion de projet avec les acheteurs et les juristes en parlant programmation parce que aujourd'hui, c'est tous les rétro-planning aussi qui en Ouais, découlent dans les équipes ouais. internes pour intégrer les juristes qui, du coup, arrivent souvent en bout de course à qui on envoie le dossier un peu en dernière minute en disant tu peux me valider ce dossier et qui sont pas du tout intégrés en amont pour certains. Et c'est vrai que la programmation, normalement, là où vous avez raison, c'est un outil de partage avec les juristes pour pouvoir donner aussi une visibilité dans la charge à venir et les dossiers à venir et voire même intégrer les juristes, même parfois dans la phase de sourcing des marchés, qui est aussi une phase très importante pour le juriste pour comprendre effectivement après toute l'analyse qui peut en découler. Je vous laisse poursuivre alors madame Bersani dans Oui, bah votre écoutez, c'est présentation, parce que là je vois pas de main levée ni d'intervenants, ni de questions. alors, du coup, je vais partager. Alors, moi, j'ai Je vous juste laisse, une petite trame, voilà, pour que vous ayez en tête un petit peu tout le cheminement qui a été fait au sein du Raisin. En fait, du coup, merci de nous avoir proposé de faire cette présentation parce que derrière, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a toute une démarche achat responsable qui a été développée par le RESA. Donc, le RESA, c'est le réseau des acheteurs hospitaliers pour les personnes qui connaissent pas forcément. On est une centrale d'achat et un centre de ressources et d'expertise pour le sanitaire et le médico-social. Et dans le cadre de notre centrale d'achat, on fait en fait globalement tout ce qu'un hôpital peut acheter ou le médico-social. Donc, vous pouvez retrouver effectivement tout ce qui est médicaments, le biomédical, les services généraux, les bâtiments, voilà, tout ce qui peut s'acheter dans un établissement. Et aussi, on a une part importante de notre activité sur le développement, effectivement, de notre centre de ressources et d'expertise qui est là pour accompagner en fait sur les établissements dans le cadre de leur développement, par exemple sur l'achat responsable, sur des thématiques où on a des groupes d'études et de benchmark où en fait sont des ateliers où le médico-social et sanitaire se regroupent pour évoquer des thématiques, par exemple sur les ruptures d'approvisionnement ou sur l'achat responsable ou comment développer son spazer.
Donc, en fait, on a une vraie volonté d'accompagner le secteur sanitaire et médico-social sur des thématiques et leur professionnalisation. Aujourd'hui, on représente 3 milliards d'achats pour le secteur sanitaire et médico-social. Et donc, on a voulu développer cette démarche achat responsable au moment juste après la crise Covid, en fait, où on s'est penché sur le label Relations fournisseurs et achats responsables, où effectivement, on a retrouvé un certain nombre de nos valeurs. Alors, avant que pour certaines, ça devienne des obligations comme les considérations environnementales et sociales, mais avant tout, c'était aussi des valeurs qu'on voulait développer pour les hôpitaux et le médico-social. L'objectif, c'était vraiment aussi de pouvoir faire que nos marchés répondent à des exigences d'achat responsable et qu'eux-mêmes puissent le prévaloir derrière comme une démarche achat responsable. Donc aujourd'hui, un marché qui passe par notre centrale d'achat, c'est un marché en fait qui bénéficie en fait de considérations environnementales et sociales, puisque aujourd'hui sur l'aspect environnemental, on a quasiment 98% de nos marchés qui ont des considérations environnementales. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que c'est vraiment quelque chose d'important pour le RESA que de développer en fait la relation fournisseur et l'achat responsable qui du coup, alors je ne sais pas, excusez-moi, le niveau de connaissance des personnes sur ces sujets-là, mais qui est effectivement à la fois la relation fournisseur et l'application de la norme ISO 20400. Et donc, c'est piloté par la médiation des entreprises au niveau du ministère de l'économie. Donc, donc quand on a commencé à développer tout l'achat responsable, on a eu un volet vraiment très orienté autour de développement de nos marchés, de comment développer une démarche environnementale et sociale, comment on embarque aussi les acheteurs parce qu'il y a un vrai sujet de professionnalisation des acheteurs. Hein, donc ça, c'est aussi un point important de la charte RFAR et du label RFAR. Et l'objectif, c'était ensuite, parce qu'on s'est vraiment focalisé sur les besoins de nos adhérents et la professionnalisation des achats, le développement des considérations environnementales et sociales, mais il y a un volet relations fournisseurs qui est très important. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à développer depuis 2 ans des démarches, ce qu'on appelle aussi d'écoute active des fournisseurs où donc je travaille beaucoup en collaboration, ma direction travaille beaucoup en collaboration avec le CHU de Nancy qui est lui-même aussi labellisé et qui est très proactif en fait sur tout ce qui est développement de démarches achats responsables. Donc mon collègue Franck Perrin. Et du coup, on a quand même aussi réfléchi avec mes équipes à des actions qu'on pouvait mener auprès de nos fournisseurs. Et ça a commencé effectivement par ce qu'on appelle l'écoute active des fournisseurs via une enquête. Donc cette enquête, elle était importante parce que je vais faire le lien après avec la programmation, puisque c'est vraiment un moyen déjà de comprendre comment nos fournisseurs nous perçoivent. Alors, je parle au nom du RESA, mais je me permets aussi d'évoquer le CHU de Nancy parce que nous, on est une centrale d'achat. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, ils peuvent avoir aussi des moyens de faire certaines choses. Mais non, en fait, c'est aussi des établissements qui s'intéressent vraiment à ce que les fournisseurs comprennent bien leur fonctionnement, les attentes des fournisseurs et les informations à leur communiquer. Donc, on a donc commencé à faire cette enquête écoute active du fournisseur. Et de notre côté, du côté RESA, on a surtout voulu comprendre si, d'abord, ils nous connaissaient bien en tant qu'acteurs publics, s'ils comprenaient bien nos marchés, et ça, c'était aussi un autre point important, et quel était le niveau d'information qu'ils souhaitaient aussi par rapport à notre activité. Et là, le CHU de Nancy qui avait fait sa première enquête donc avant le RESA, euh, eux avaient déjà mis en place en fait la programmation et dans le cadre de l'enquête et de la restitution, de promouvoir en fait leur programmation. Et ça, c'était aussi un point important puisque dans l'enquête, il y a une partie qui dit enquête dit
c'est intéressant de faire un retour aux personnes de ce qui a été évoqué et les réponses et les indicateurs qui en ressortent. Et du coup, derrière, il y a une restitution qui a été élaborée aussi bien par Nancy que par le Raisin. Et l'objectif, déjà, c'était de mettre en avant des points un petit peu négatifs et de dire, bon, on vous a écouté et on va vous faire une restitution et des présentations sur ces sujets. Donc, c'est là où effectivement, ce qui est aussi important dans ces enquêtes, c'est de comprendre si nos fournisseurs comprennent bien nos marchés, parce que l'idée, c'est que derrière, on ait des fournisseurs qui répondent, parce que effectivement, une procédure où on n'a pas de retour, c'est très compliqué à gérer pour les équipes et puis pour les utilisateurs derrière. Et c'est là où le CHU de Nancy a aussi pris l'initiative de présenter toute sa programmation à venir et fait un point sur chaque filière auprès de ses fournisseurs sur effectivement les marchés à venir et la stratégie en fait de la direction des achats du CHU de Nancy. Et ça, c'est vraiment important parce que derrière, on voit qu'il y a un souci de transparence et d'embarquer en fait les fournisseurs dans notre stratégie achat et dans une vision de ce qui va se passer dans 1, 2, 3 ans. Et ça, c'est important de pouvoir embarquer nos fournisseurs et de les informer sur ces sujets-là. Donc l'enquête en soi, c'est un élément important. Et j'ai envie de dire qu'il peut être à la portée de tous. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps, mais aujourd'hui on a des outils qui sont simples, hein, comme Forms, où vous pouvez faire des petits questionnaires en ligne, où derrière en fait l'analyse se fait un petit peu automatiquement des résultats. Et ça c'est un point important qui se développe aussi bien dans le label RFR. Mais j'ai envie de dire qu'en tant qu'acteur public, c'est important aussi d'avoir une vision de ce que nos fournisseurs pensent de nous. Donc, dans le cadre de cette restitution, comme je disais, il y avait tout un pan programmation qui a été présenté. Et pour vous dire un petit peu comme quoi ça peut être une réalité, j'ai travaillé donc dans le conseil à Raisin, enfin à l'époque où il y avait Raisin Conseil qui existait et j'ai eu l'occasion d'organiser effectivement des actions de ce type-là pour certains hôpitaux de toute taille, hein, de faire des enquêtes. Et puis après, on évoquera effectivement aussi la notion de séminaire. Et du coup, on l'a développé dans des établissements qui avaient besoin aussi de promouvoir les actions de leur direction des achats, de donner de la visibilité aux fournisseurs et de montrer aussi qu'ils existaient et que effectivement pour eux c'était important de créer cette relation fournisseur pour donner aussi envie aux fournisseurs de pouvoir répondre en fait à la commande publique. Donc là, c'était effectivement la vision un peu achat responsable, écoute active, et puis après, comme je vous disais, on va aborder la notion de séminaire, mais qui est un petit peu liée à la notion de restitution. Mais avant, effectivement, il faut pouvoir mettre en place les outils à disposition pour travailler sur cette programmation. Et ça, c'était un point important parce que, comme je viens de l'évoquer, il y a parfois des difficultés à mettre en place une programmation, à avoir une visibilité à terme. Donc, c'est pas que effectivement les personnes n'ont pas d'outils, mais c'est aussi de pouvoir libérer du temps et de pouvoir donner une visibilité, en fait, ne serait-ce que déjà en interne sur la charge de travail à avoir. Et du coup, ça passe effectivement par soit, j'ai envie de dire un peu basiquement, des tableaux Excel qu'on peut avoir, soit des systèmes d'information qui sont plus ou moins différents suivant les types de structures et du secteur public, et de voir effectivement comment on peut mettre en place en fait cette gestion de projet. C'est-à-dire qu'en soi, j'ai une visibilité dans le cadre de renouvellement. Alors, je tempérerai un petit peu mes propos sur les nouvelles procédures, mais dans le cadre de renouvellement, on peut avoir la possibilité, au vu des différentes échéances à venir, d'avoir effectivement une visibilité sur la date de fin en fait potentielle du marché, du dernier marché,
pour pouvoir effectivement envisager une période de renouvellement et une mise à disposition de la nouvelle procédure. Donc ça passe, comme je disais, soit sur des outils qui sont existants, soit par des tableurs Excel. Donc nous, au RESA, on a effectivement des outils un peu de gestion de projet qui nous permettent effectivement d'avoir une visibilité sur les dates à venir avec tout un système de go, no go, parce que derrière se pose aussi la question OK, on sait on va renouveler, mais est-ce qu'on est d'accord pour renouveler? Parce qu'il y a toute une réflexion quand même préalable sur est-ce que effectivement j'anticipe dans le cadre des reconductions la fin d'un marché pour pouvoir en lancer un nouveau, parce que parfois, des fois, on sait qu'aujourd'hui, le contexte des prix ou la mauvaise exécution d'un marché peut engendrer la non-reconduction d'un marché et de relancer une procédure. Et tout ça, dans sa programmation, c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir une visibilité sur 4 ans à un moment donné, mais il y a aussi la vraie vie du quotidien qui fait que parfois on doit revoir sa programmation. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Laura, eh bien c'est pour ça que c'est important de mettre à jour régulièrement sa programmation, parce qu'il y a encore une fois la vraie vie des marchés. Et on peut décider de reconduire, on peut avoir un problème dans le cadre du renouvellement de la procédure. Parfois, même si juridiquement, je ne vais pas en faire la promotion, mais des fois, on est obligé de faire un avenant pour différentes raisons. Donc, tout ça fait que on doit pouvoir mettre à jour toujours en permanence cette programmation, déjà pour l'interne et après, effectivement, pour l'externe. Concernant en fait la visibilité à donner à nos fournisseurs, donc pour être transparente, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on a développé assez récemment, puisque l'idée c'était de se dire on communique, on a mis en place effectivement les outils pour nos adhérents pour que eux-mêmes aient une visibilité de quand est-ce que nos marchés vont se terminer, est-ce qu'ils veulent renouveler leur marché avec nous. Pour certains types de marchés, est-ce qu'ils veulent participer à l'expression de besoins du marché? Il y a toute cette démarche effectivement de transparence auprès de nos adhérents. Et puis, à un moment, on s'est dit effectivement, dans la démarche relation fournisseur, il faut aussi donner de la visibilité à nos fournisseurs. Et c'est là où effectivement, on a décidé de partager ces tableaux de programmation via différents outils dont nous disposons. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que de par notre métier de centrale d'achat, on a un espace fournisseur dédié où on communique et on a des échanges et sur différents sujets. Et là, on a déposé pardon le tableau de programmation qui est donc en ligne. Il faut savoir, j'ai oublié de préciser que nous, notre tableau de programmation ne concerne que les tableaux qui vont être en renouvellement. On a pris le parti de pas forcément communiquer sur nos nouvelles procédures, puisqu'effectivement, par exemple, quand on est sur des sujets d'innovation, des thématiques qui sont très nouvelles, qui demandent parfois des réflexions plus profondes, plus approfondies, pardon, de la part de nos acheteurs, où effectivement, en termes de calendrier, on va se donner une date butoir. En revanche, la stabilité des dates de renouvellement reste prioritaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de communiquer sur les renouvellements pour être vraiment transparent. Donc, quand on est sur des phases vraiment proches du lancement de la procédure, il nous arrive d'intégrer les nouvelles procédures, mais en l'occurrence, on privilégie le renouvellement. Donc, cette visibilité, en fait, très concrètement, c'est un tableau qu'on est en train de remanier de façon plus marketing, hein, mais pour vous donner un exemple d'un tableau de base qu'on a, qui est un tableau Excel, notre choix a été donc, j'ai envie de dire un peu classiquement, de faire référence en fait au numéro de procédure. On a effectivement tout un tas de filières au RESA sur lesquelles nous travaillons. Et derrière, l'idée, c'est de donner de la visibilité sur, donc envers l'exécution du marché avec sa date de fin d'exécution, ce qui montre que effectivement, on a par exemple, si on est sur un équipement de ventilation, on voit que la date de fin de marché est prévue pour mai 2025. Donc, on a des dates un peu plus fines dans un tableur à côté, mais je vous montre vraiment la globalité.
Et l'idée, c'est de se dire, oui, là, on a pris la décision de renouveler en fait cette procédure parce qu'effectivement, il y a un besoin certain de la part des établissements. Et nous, on a été jusqu'à mettre effectivement les dates, enfin, pardon, les périodes de travaux que nous allons mener sur les expressions de besoin et la période de consultation. Donc ça, c'est aussi un point qui est important parce qu'on n'a pas seulement décidé de communiquer sur les dates de fin d'exécution, mais on essaye de communiquer une transparence sur effectivement les consultations à venir et les périodes de consultation à venir, ce qui permet effectivement à tout fournisseur, tous les fournisseurs, pas uniquement nos fournisseurs, ont accès à ce tableau. Donc en l'occurrence, ils peuvent savoir à peu près les périodes d'expression de besoin, donc là qui les concerne moins, mais en revanche, les périodes de consultation. Donc ça, c'est un point aussi important pour un fournisseur de savoir au-delà quels sont les marchés qui vont être renouvelés, mais à quel moment potentiellement je peux être sollicité ou je peux avoir envie de répondre pour différentes raisons. Et ça leur permet à eux aussi d'anticiper leur propre stratégie commerciale. Parce que vous savez que quand un fournisseur répond à un marché de commande publique, en l'occurrence, il regarde effectivement si potentiellement c'est intéressant pour lui, ce que ça lui apporte, est-ce que ça rentre dans la stratégie de son organisation. Et du coup, c'est important aussi de donner cette visibilité. Alors, je reviens juste, pardon, sur la slide, effectivement, ma petite trame, voilà, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, donc on donne de la visibilité et nos différents moyens de communication sont différents biais. Donc, on a le biais, comme je vous disais, de l'espace fournisseur où là, tout fournisseur sur toutes les filières peut avoir accès en fait à ce tableau de renouvellement de nos marchés. Il y a effectivement les enquêtes et les restitutions d'enquêtes où là, effectivement, nous, alors le CHU de Nancy l'a fait, mais nous, on va le faire l'année prochaine, où on va prendre un temps dédié pour présenter effectivement notre programmation. Là, on l'a évoqué, on a informé les fournisseurs de où se trouvait ce tableau. En revanche, on n'est pas rentré dans le détail parce que effectivement, l'enquête avait fait remonter un certain nombre d'informations qui étaient demandées par les fournisseurs et on avait fait plus le focus sur comment on fonctionne, quelle est notre politique achat responsable. Il y avait eu beaucoup de questions autour de ça. Et du coup, il nous restait peu de temps pour communiquer sur le détail en fait du calendrier. Mais on prendra plus le temps l'année prochaine. En revanche, effectivement, aujourd'hui, nos fournisseurs ou les fournisseurs qui ne sont pas encore fournisseurs du RESA peuvent aller sur le tableau et solliciter les acheteurs dans le respect de la commande publique, évidemment, et bien en amont du lancement de la procédure, puisque évidemment, on est dans le cadre de la commande publique et on ne communique pas quand les procédures sont lancées ou via la plateforme. Un point aussi qui est très important à mes yeux pour pouvoir être vraiment en phase avec cette communication sur la programmation, c'est le sourcing. Le sourcing, effectivement, c'est là où on va pouvoir effectivement transmettre des informations et effectivement de façon équitable auprès des fournisseurs, toujours sur notre renouvellement. Et cette phase de sourcing, elle est vraiment importante parce que on peut aussi déceler, alors que ce soit en veille ou en sourcing, hein, la veille qui est encore en amont du sourcing, on peut déceler aussi des périodes qui peuvent être compliquées pour des fournisseurs pour répondre. Typiquement, des fois, nous, on a appris que certaines administrations lançaient un petit peu tous leur marché en même temps. Et du coup, c'était compliqué pour un fournisseur de pouvoir répondre à plusieurs demandes de commandes publiques en même temps. Et de fait, ça engendre chez eux une priorisation et une stratégie commerciale. Et ce qui fait que ça peut effectivement poser problème parce que des fois, vous pouvez ne pas avoir de réponse de certains fournisseurs parce que effectivement, ils sont sollicités par ailleurs au même moment que vous. Donc ça, il faut l'avoir en tête.
typiquement sur des marchés d'électricité. Souvent, les administrations sollicitent en même temps et il faut avoir effectivement le bon moment pour être certain que les fournisseurs vont pouvoir répondre. Et ça se fait au moment de la veille, au moment du sourcing et ça se fait effectivement dans le cadre des échanges qu'on peut avoir, même dans le suivi d'exécution des marchés. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que le fournisseur peut vous apporter des éléments importants sur votre programmation de vos futures nouvelles procédures ou vos renouvellements pour dire, attendez, là, on pourra être intéressé ou ben, effectivement, nous, comme il y a beaucoup d'administrations qui répondent, on va vouloir privilégier un tel ou un tel. Donc ça, ces éléments, c'est important de les avoir en tête. Et pour finir sur les moyens de communication, donc tout à l'heure, j'ai évoqué la restitution d'enquête, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur des séminaires fournisseurs, des séminaires fournisseurs qui étaient organisés par des hôpitaux. Alors au début, moi j'ai eu l'occasion de travailler alors en Guyane et en Guadeloupe au CHU de Pointe-à-Pitre où effectivement, là, le séminaire fournisseur était très important parce que c'était dans le cadre de la mise en place de groupements hospitaliers et les fournisseurs n'avaient pas forcément connaissance ou mesuré les impacts que ça pouvait avoir sur les marchés. Mais c'était aussi l'occasion de communiquer sur la programmation. Et c'est là où effectivement, il y avait on va dire des speed dating filières où on avait organisé des stands par filière où chaque fournisseur pouvait aller voir les acheteurs et échanger effectivement sur la visibilité, la stratégie en fait de l'établissement et de la filière, la stratégie globale, et disposer de la programmation à venir de ces établissements. Donc il y a aujourd'hui même en métropole un certain nombre d'établissements publics qui mettent en place ces séminaires fournisseurs pour pouvoir justement attirer des fournisseurs, attirer des nouveaux fournisseurs et assurer plus de transparence tant qu'on le peut dans le cadre de la commande publique. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu notre vision RESA de comment on gère tout ça, à la fois dans le cadre de l'achat responsable, où nous sommes guidés par le label et donc là on est en cours de renouvellement du label, mais aussi la charte qui est peut-être certainement plus simple à obtenir, qui vous décrit en fait tous ces éléments. La norme ISO qui va aussi beaucoup qui va beaucoup dans le détail de comment on améliore la relation fournisseur et quels sont les outils. Et encore une fois, la programmation est un outil effectivement important pour assurer effectivement le renouvellement dans des bonnes conditions de vos marchés, embarquer les fournisseurs dans votre stratégie achat. Et puis après, comme on le disait aussi en interne, d'avoir un outil qui est vraiment un outil de programmation managériale, de gestion de projet et de visibilité sur les marchés à venir. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup, Madame Bertin, c'est très clair, très complet. Un grand merci à vous. Merci. Ça nous permettra aussi de compléter un document qu'on est en train de rédiger, donc c'est très bien, sur le volet opérationnel. Alors, au niveau des questions, alors il y a 2 questions. Alors, quelqu'un qui vous félicite pour le 98% de clauses environnementales dans vos marchés. Donc, Maximilien devait proposer un nouveau module de programmation. Alors, à quel moment ce module va sortir? Écoutez, nous, on se renseigne auprès de notre direction et puis on ne manquera pas de revenir vers vous, Madame Mutin-Desroches. Alors, une autre question, comment faire changer d'avis la direction générale qui ne souhaite pas publier la programmation lorsque la programmation est peu respectée? Alors, c'est un vrai sujet, puisque il est clair que je pense que beaucoup ont parfois, ça va pas ensemble. Beaucoup ont du mal à respecter la programmation et en l'occurrence, je pense qu'il peut y avoir tellement d'aléas dans une direction des achats, c'est pas toujours simple. En revanche, je pense que il faut surtout le voir au départ
comme un outil de communication, d'échange et d'embarquer les fournisseurs sur cette programmation. Moi, je vais être transparente, nous aussi, hein, des fois, on doit changer et mettre à jour notre programmation pour différentes raisons. Des fois, il n'est pas toujours évident de tenir les délais, encore une fois, pour différentes raisons. Mais nous, on a pris le parti de communiquer quand même en mettant à jour régulièrement cette programmation. Donc, il faut bien prévenir les fournisseurs qu'il ne faut pas hésiter à aller voir la programmation sur votre site Internet, que voilà, c'est un outil et que ça peut être mouvant. Mais en revanche, je pense que la clé, c'est de se dire, on est vraiment dans la relation fournisseur et on est vraiment là pour vendre aussi, hein, nos directions achats, pour faire en sorte que les fournisseurs répondent à nos marchés et leur donner envie de travailler avec nous, en fait. Donc, oui, il peut y avoir de retard. Oui, c'est pas facile. Déjà, en premier pour la direction des achats, parce que c'est jamais agréable d'avoir des retards. Ça veut dire qu'on a des problèmes derrière. Mais en tout cas, la question pour moi aujourd'hui, c'est de dire, il faut embarquer les fournisseurs et leur donner de la visibilité sur ce qu'on va faire. Et après, ben, effectivement, on essaye de respecter au maximum sa programmation. Et s'il y a des aléas, eh bien, de toute façon, on le met à jour régulièrement. Merci beaucoup. Donc, on a eu un retour, hein, je crois, Laura, sur la question sur l'outil, hein, programmation, qui est en cours de déploiement, je crois. Oui, c'est mieux avec le micro. Oui, oui, du coup, on a eu un retour et du coup, concernant un potentiel outil relatif à la programmation sur la plateforme Maximilien, il faut savoir que ce service est déployé pour la région Île-de-France et est en cours de déploiement pour le CT77 et que du coup, c'est un module qui est en cours cours d'élaboration, mais que si vous souhaitez plus de précisions, il ne faut pas hésiter à contacter du coup le support de notre plateforme pour avoir plus de détails sur sa mise en œuvre. Donc voilà. Leur Merci adresse beaucoup. mail, c'est plateforme@maximilien.fr. Donc, Madame Multin-Desroches, on a répondu à votre question. Alors, moi, juste avant de Oui, laisser la merci, parole, j'ai eu la réponse, merci. très bien. Juste avant de laisser ensuite la parole à Monsieur Albou, j'ai une question, Mme Bersani. Vous travaillez avec un facilitateur, donc est-ce que voilà, vous lui communiquez également la programmation, enfin, comment Oui, alors tout oui, à fait. L'objectif, c'est qu'on puisse communiquer notre programmation pour cibler en fait les marchés à venir. Alors, j'ai mis en avant l'aspect environnemental, hein, mais sur l'aspect social, on va dire qu'on a encore des progrès à faire parce que c'était plus compliqué. On est hein, donc avec AVE en tant que facilitateur pour nous aider à déployer cette politique au niveau du social. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement identifier par filière les marchés qui potentiellement se prêteraient à avoir des considérations environnementales et sociales. Enfin, pardon, sociales. Et derrière, c'est de pouvoir avoir les équipes du côté des facilitateurs parce que ils sont aussi bien pris en planning. Donc, plus on anticipe, plus ils peuvent gérer leur charge de travail aussi et pouvoir nous accompagner dans le développement de ces considérations. Après, il faut savoir aussi que nous, au RESA, on a la chance d'avoir des super juristes qui sont vraiment au point sur ces sujets-là. Mais ce qui n'empêche qu'il y a le travail du facilitateur qui reste complémentaire et pas le même. Mais là aussi, c'est important de donner cette programmation à nos juristes parce que derrière, effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur de la création de penser des nouvelles clauses et des nouvelles considérations, de s'améliorer sur tout ce qui est aspect social, mais même aussi environnemental, hein, parce que les choses évoluent aussi. Et du coup, cette programmation, elle nous aide à la fois pour le futur travail qu'on va faire avec AVE et nos juristes pour qu'elles puissent anticiper cette charge de travail qui est quand même à développer aussi de leur côté. merci beaucoup. Monsieur Albou, je vous propose
de poursuivre avec le témoignage du CD 77. Je vous laisse la main sur votre support. Alors, je prends la main, comme on dit dans un célèbre jeu télévisé. Enfin, je vais tenter de le faire. Vous me dites, hein, sinon je le ferai pas. Ouais, en fait, non, j'ai un petit problème avec Teams. Nous, on utilise Zoom, mais c'est vrai que je préférais que vous Alors, mettiez je vais aller le l'écran, récupérer. le fichier. Ça va être plus simple. Ça va faire gagner du temps à tout le monde. Je vais le récupérer. Alors, est-ce que vous voyez Oui, le très bien. support? Voilà. Alors, je voulais tout d'abord commencer par remercier toute l'équipe de Maximilien pour pour permettre ce matin au département de Seine-et-Marne que je représente de pouvoir partager notre expérience sur la programmation des achats. Par rapport à ce qui a été dit déjà par les précédentes intervenantes, et je pense notamment à Catherine, effectivement, c'est un petit peu dans le même esprit que j'ai construit cette présentation, hein, à savoir effectivement différencier donc la partie fabrication entre guillemets de la programmation, qui effectivement est un enjeu très fort pour une fonction achat et plus globalement pour un acheteur public, de sa présentation et son portage à l'externe. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je vais aborder les choses ce matin. Comme de tradition, il y a donc une petite carte de visite sur les achats du département. Voilà, nous, on est un conseil départemental. Dans les conseils départementaux, les achats principaux, c'est notamment les collèges. Donc tout ce qui est construction, réhabilitation, tous les services constructifs annexes, prestations intellectuelles, évidemment l'équipement, hein, de ces établissements. Donc pour vous donner juste un chiffre, hein, en Seine-et-Marne, donc on a 135 collèges, 4500 km de routes départementales. Donc le département a récupéré aussi des routes nationales. Donc là, finalement, vous le voyez tout en bas dans le tableau de gauche, c'est c'est notre premier poste de dépense. Donc les autres missions traditionnelles, enfin la troisième grande mission d'un département, c'est le volet social. Mais voilà, bon, vous voyez, en fait, on a un petit peu une cartographie là de nos achats. Donc les travaux ressortent fortement, mais il y a d'autres marchés, bien évidemment, notamment que ce soit en matière de prestations intellectuelles ou d'achats généraux. Sur le budget achat du département, donc on est bien loin du raisin, mais voilà, ça représente 315 millions d'euros d'achats annuels. Avec, donc là, je vous ai mis quelques chiffres pour dire, par exemple, qu'on a 70% de nos entreprises, opérateurs économiques sont des TPE, PME. Un chiffre aussi sur le développement durable, donc on est à 68%. C'est un chiffre qui est en ce moment en pleine croissance. On est à 30% sur les clauses d'insertion, et puis j'avais indiqué également le délai global moyen de paiement, donc qui est vraiment important. On parlait de relations fournisseurs il y a quelques minutes, et voilà, il y a bien d'autres éléments qui contribuent à développer, améliorer la relation fournisseur, mais je pense que ça, c'est quand même un prérequis qui est très important. Donc, on s'inscrit au département aussi dans une démarche SPASER, hein. Donc, notre nouveau SPASER vient juste d'être adopté et finalement, il va se décliner jusqu'à la fin de la mandature. Et on est également, on va s'engager aussi dans la démarche donc relation fournisseur, achat responsable. Donc, on aura une charte, on va signer la charte RFR le 17 décembre. Donc, je reviendrai sur cette date parce que c'est justement, ça se fera en présence de nos fournisseurs.
Alors, sur les enjeux et les objectifs de la programmation, je pense que même si ça a été bien présenté par Laura tout à l'heure, et je serai un petit peu redondant sur certains points, et redit aussi par Catherine, voilà, je voulais vraiment revenir sur cet aspect-là qui, pour moi, me paraît vraiment fondamental. Donc, ça a été dit tout à l'heure, hein, il y a un aspect managérial au sein de la fonction achat et j'ai envie de dire, l'idée, c'est aussi de mettre de l'huile dans les rouages avec donc les directions prescriptrices. Et donc, clairement, la programmation, elle permet d'optimiser le processus achat. D'ailleurs, c'est sa première étape, hein, on y reviendra. Et donc, avec pouvoir bénéficier d'une meilleure anticipation des marchés. Donc, j'indiquais après lisser la charge de travail et assurer la tenue des échéances. Donc, très clairement, et ça, je pense que parmi tous les participants réunis aujourd'hui, on connaît, très souvent, donc, il y a un risque qui est celui de la dérive des délais et généralement, la variable d'ajustement, c'est la direction achat, le service marché. Voilà. Les échéances, le terme ne va pas changer. Il peut y avoir à un moment un glissement des délais et très souvent, c'est un inconfort qui fait que le dernier maillon de la chaîne, ça va être l'attribution du marché. Donc, ça va toujours être la fonction support achat qui va amortir ces délais. Donc, c'est vraiment un enjeu fort de ce point de vue-là, un enjeu aussi de transversalité pour pouvoir justement agglomérer des besoins qui sont communs à plusieurs prescripteurs. Et puis là, on touche aussi à un point extrêmement fort et important, donc pouvoir placer les actions achats. Très clairement, si on achète en réaction, si vraiment il y a une idée un petit peu de passe-plat entre le prescripteur et puis la fonction achat, en donnant par exemple un cahier des charges, charge à vous de compléter et de faire le DCE, on ne peut pas en tout cas optimiser l'achat et placer les étapes nécessaires que sont le sourcing, le benchmark et puis la formalisation de la stratégie d'achat. Donc ça, c'est des mois de travail qu'il faut pouvoir prévoir en amont et caler. Donc, il y a le volet entreprise, bien évidemment. Hein, nous aussi, au département, on s'inscrit dans une relation de partenariat avec les entreprises. Et finalement, pouvoir présenter donner de la visibilité sur sa programmation, on va rentrer complètement dans une démarche complémentaire à celle du sourcing. Et autre élément important, hein, là je rebondis peut-être sur une question qui avait été posée, comment convaincre sa direction générale, voilà, il y a aussi la question du marketing achat, c'est-à-dire que bon, nous on se considère quand même comme un plus ou moins gros acheteur hein, au niveau territorial, enfin, en tout cas sur notre territoire on est un des principaux. Pour autant, ce n'est pas pour ça que toutes les entreprises vont se jeter sur tous nos besoins d'achat. À un moment, il faut aussi savoir les vendre. Il faut aussi savoir, je parlais des délais de paiement, hein, moins de 20 jours. Typiquement, c'est aussi des choses qui vont être intéressantes pour les fournisseurs. Donc, il faut pouvoir parler de soi, parler aussi de certains marchés qui peuvent être servis de façon plus facile parce que justement, on va faire on va s'assurer dans nos pièces de marché, dans notre besoin, voilà, que les entreprises puissent y répondre facilement. À l'inverse, il faut aussi pouvoir promotionner des choses un petit peu plus innovantes, des marchés aussi qui vont permettre finalement aux opérateurs économiques de pouvoir se lancer dans ce type de marché pour pouvoir après finalement avoir cette compétence et s'ouvrir de nouveaux marchés, voilà, de nouveaux marchés. Donc, bien sûr, accroître la concurrence, hein, je reprends les termes, quantitativement, qualitativement, ça a été dit. Ça, c'est important, ça permet de maximiser la concurrence et forcément, par contre-coup, d'avoir des offres aussi qui sont beaucoup plus qualitatives. Optimiser l'achat durable et responsable, donc ça, c'est un enjeu très, très fort dans le contexte actuel, hein, vous le savez, avec notamment la loi climat résilience, la loi AGEC, enfin j'en passe, hein, ça fait 10 ans depuis 2014 qu'il y a une vraie lame de fond sur
l'achat responsable et durable, alors qui est à la hauteur aussi des enjeux climatiques et sociétaux. Donc, il faut aussi pouvoir placer ces actions-là dans le processus achat. Donc voilà pour cette. Donc ça, c'était vraiment côté département. Et sur la slide suivante, évidemment, alors j'aurais plutôt dû indiquer pour les opérateurs économiques, dont font partie les entreprises. Effectivement, il y a un vrai enjeu aussi d'accès à la commande publique. Alors, pour tous les opérateurs économiques, bien entendu, mais aussi donc pour les TPE, PME et puis les structures de l'ESS. Donc, on le verra dans la programmation lorsqu'on la présente. Ça va être vraiment important aussi de peut-être de ne pas se limiter à uniquement présenter la programmation, mais peut-être aussi donner à lire aussi aux opérateurs économiques des éléments aussi sur l'accès à la commande publique, des choses très concrètes. Lorsqu'on rencontre les entreprises, par exemple dans une convention fournisseur, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont encore pas franchi le pas de la commande publique. Voilà. Donc, il faut aussi pouvoir être en capacité de les informer. Bon, pour les entreprises elles-mêmes, bien évidemment, c'est de pouvoir connaître les opportunités achats, de pouvoir calibrer les ressources et donc faire le planning de réponse. C'est vrai que c'est là où on peut tirer aussi son épingle du jeu par rapport à d'autres collectivités qui n'ont pas fait cette démarche. Voilà, donc nous, déjà, on va être identifiés et visibles dans les perspectives des entreprises. Donc, c'est un moment d'échange privilégié. Encore une fois, c'est complémentaire au sourcing. Donc, ça permet de connaître aussi les éventuelles contraintes que peuvent rencontrer les entreprises. Ça peut aussi être l'occasion de faire part aux entreprises nos propres besoins et contraintes. Voilà, donc mieux appréhender aussi les modalités, les spécificités de l'achat, ça j'en ai parlé. Voilà, les entreprises se posent beaucoup de questions. Comment répondre à un marché? Est-ce que la clause d'insertion sociale, ça va me coûter, ça va coûter plus cher, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment véritablement ces rencontres avec les fournisseurs autour de la programmation, l'occasion aussi, voilà, de parfois lever des représentations que peuvent avoir les entreprises. Alors, ceci étant dit, donc là, on rentre dans le cœur du sujet sur la méthode qu'on utilise au département pour aborder la programmation. Alors, peut-être quelques éléments sur le département de Seine-et-Marne. Donc, au département, alors on est une direction de l'achat, du patrimoine, des affaires juridiques. Donc, l'année dernière, la direction achat s'est regroupée avec la direction juridique, mais on a une fonction achat qui a été modernisée entre 2018 et 2019, voilà, sur la base d'un nouveau processus. En termes de ressources, et ça, je pense que c'est important de le préciser également, on va avoir aussi bien des juristes, marché public, que des acheteurs. Voilà. Donc, au département, on a 8 acheteurs métiers, 2 sur les achats routes, 2 sur les achats bâtiments, 1 IT et les 3 autres sur les achats généraux. Voilà. Donc, on a également des fonctions support en interne, notamment, il y a un contrôleur de gestion achat et c'est bien évidemment lui qui va être aux manettes pour piloter tous ces aspects programmatiques. Voilà. Donc, notre process achat, c'est un process en 8 étapes dans lequel on va avoir à la fois les objectifs juridiques, d'avoir des marchés qui soient en pleine orthodoxie avec ce que demande la commande publique, le code de la commande publique, et puis évidemment placer des actions achats, que ce soit en amont, donc sourcing, benchmark, stratégie d'achat, que ce soit pendant la procédure, ça peut être les négociations, offres anormalement basses, etc.
Et puis, pour les contrats clés, avoir des acheteurs qui interviennent aussi sur ces marchés pendant l'exécution. Voilà. Donc, l'idée, et ça a été dit tout à l'heure, je reprends un petit peu l'expression, c'est gérer un petit peu la procédure d'achat en mode projet. Finalement, on va avoir un attelage composé d'un acheteur, d'un prescripteur et d'un juriste. On a des marchés où les acheteurs vont intervenir sur toutes les phases du process, donc ce qu'on va appeler des marchés à enjeu. On va avoir des marchés où il y a un accompagnement un petit peu plus léger, un besoin de sourcing, etc. Et donc, dans ces deux cas, ça va être l'acheteur qui va piloter le projet achat. Dans les autres cas, ça va être le juriste qui va piloter et qui pourra lui-même aussi faire quelques actions de sourcing, etc. Donc, vous voyez, là, il y a un RACI sur la partie droite. Donc, le RACI, c'est le Québécois. Alors, j'entends une voix. Oui, il faudrait que voilà, vous coupiez les micros. Je croyais que c'était un écho, mais non. Donc, oui, voilà. Donc, pour poursuivre là-dessus, donc là, vous avez un petit peu le process de la préparation de la programmation des achats, sachant que pour nous, c'est évidemment, j'ai envie de dire, un peu la pierre angulaire, la programmation, c'est l'étape clé. Donc, j'y reviendrai dans la slide suivante, mais on a voilà, un recensement, un travail d'aller-retour aussi avec les directions métiers pour aboutir à une programmation, identifier les achats mutualisés et puis, à partir de cette programmation, pouvoir donc faire un rétro-planning. Donc, on a des réunions de cadrage pour chaque marché avec soit pilotage de l'acheteur ou du juriste pour vraiment s'inscrire dans cette démarche de gestion en mode projet. Alors, je ne vais pas tout détailler ici, on va passer au slide suivant, comme ça permettra de… Merci beaucoup. Donc, comment concrètement on construit la programmation au département ? Tout d'abord, par une collecte des besoins d'achat. Donc, le scope, il est très large, puisqu'on a à la fois, on a les achats de tout montant. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans la prospective la plus large possible, on s'inscrit sur les 3 années à venir. Voilà. Donc, les directions prescriptrices sont sollicitées dès le mois de juin. Alors, je vous ai indiqué un petit peu ce qu'on demande, ce qui convient pour les directions de renseigner. Les retours se font dans le courant du mois de septembre et ensuite, au niveau de la direction, de notre direction, il y a une consolidation des programmations. Donc, les services achats, puisqu'on a 2 services achats, un service achats généraux et un service achats travaux SI au sein de la direction, vont s'approprier ces premiers résultats. Et l'idée, c'est d'organiser avec les directions métiers des réunions vraiment individualisées où on va pouvoir échanger autour de la programmation. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça permet aussi d'avoir un retour sur faire un petit bilan aussi de l'année écoulée. Et puis donc de se projeter sur les nouveaux sujets d'achat. Remettre à jour aussi ce qu'on recense sur 3 ans. Donc, il y a encore des choses qui sont dans les tuyaux qu'on avait l'année précédente. Et là, véritablement, l'idée, c'est aussi de voir quels marchés, je le disais tout à l'heure, vont être accompagnés par les acheteurs. Voilà, tout ça, c'est jusqu'en fin novembre. Et ensuite, on va formaliser la programmation, donc la faire valider par la DG. Donc ça, c'est une étape importante parce que ça permet aussi vraiment une appropriation au plus haut niveau. Ça permet éventuellement aussi quelques arbitrages, c'est possible aussi. Et donc, on a au département un copil achat qui se réunit traditionnellement en début février, qui va à la fois valider la programmation et donc les marchés qui seront les marchés dits à enjeu. Voilà.
Donc, juste pour être complet là-dessus, en fait, notre copie d'achat ne sert pas qu'à ça, hein. Il sert évidemment à faire un bilan, à se redonner les objectifs de travail aussi pour l'année à venir. Et il s'articule en fait avec des comités achats. Parce que bon, si vous voulez, dans le copie d'achat, on va avoir les élus de la commission d'appel d'offres, on va avoir la direction générale, les directeurs des principales directions prescriptrices. Donc, il s'articule avec des comités achats. Et en fait, avant de lancer les marchés en jeu, les acheteurs présentent à ce comité achat des stratégies. Voilà. Donc, la comitologie est un peu plus restreinte, hein, mais on va quand même avoir le président de la CAO, on va avoir les élus des vice-présidents de secteur, on va avoir DGA, DG, etc. Voilà. Donc, ça permet vraiment de lancer le marché avec un accord total et validé sur les stratégies d'achat. Alors, là, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est un tableau tout simple, hein. C'est ce qu'on va, donc, je vais aborder la communication aux opérateurs économiques. Donc, ça, c'est le type de tableau qu'on va verser sur notre donc, site institutionnel. Voilà, donc on a un niveau d'information qui est, comment dire, voilà, on a choisi non plus, on a choisi de ne pas donner voilà, une tonne d'informations non plus. Il y a vraiment les informations nécessaires, objets, les lots, calendrier, etc. Donc on va retrouver sur notre site plusieurs types de tableaux, donc sur les travaux, sur les achats de fournitures et de services et sur le SI. Voilà, donc ça, c'est la première étape, je dirais, pour assurer une communication aux opérateurs. Sur la page suivante, alors, donc au département, comment on communique aux opérateurs économiques? Donc, au départ, on était plus sur un format de convention fournisseur, par typologie d'achat. Donc, une convention fournisseur, c'est présenter la programmation, présenter la commande publique, indiquer aussi tout ce qui est facilitation pour comment dirais-je, le développement durable. Alors, excusez-moi, Erika, est-ce qu'on peut rembobiner un tout petit peu? Je crois qu'il y a une slide qui a dû sauter, je crois, juste avant. Ah oui, Voilà. celle-ci, excusez-moi. Et là, ça fait justement écho aussi à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'intérêt de pouvoir partager la programmation avec les facilitateurs. Oui, oui, c'est important. Alors, je dis les facilitateurs parce qu'au département, donc, on en a 2. Donc, évidemment, ça va concerner les achats inclusifs. On a un opérateur départemental qui s'appelle Initiative 77 qui va fédérer tous les facilitateurs de Seine-et-Marne. Et puis, pour la partie secteur adapté, donc on a conventionné avec alors ce qu'on appelait auparavant le réseau GESAT, qui là s'est transformé puisque le réseau GESAT s'est regroupé avec Andeco et ils sont devenus Osmose. Voilà. Donc là, c'est un opérateur, hein, qui va nous aider, qui a une bonne connaissance évidemment du secteur entreprise adaptée et ESAT, et puis qui dispose aussi de bases de données qui permettent aussi de mieux connaître les ESAT, de mieux les localiser, voilà. Plus aussi une partie, on peut publier aussi des petites annonces de marché en format un petit peu synthétique. Mais voilà, ça marche bien et ça permet aussi de diversifier aussi ce type d'achat. Donc l'objectif de la programmation est de pouvoir partager très en amont la programmation avec ces 2 facilitateurs. C'est justement de pouvoir identifier des opportunités. Donc ça va être une aide au sourcing. Finalement, ils vont travailler avec les acheteurs. Et bon, pour ce qui concerne spécifiquement la clause d'insertion, c'est vraiment très important puisque ça va permettre de bien calibrer les profils et de quantifier les heures.
En Seine-et-Marne, et comme beaucoup de donneurs d'ordre, on a comme beaucoup d'acheteurs, on a un vrai enjeu aussi de diversifier nos clauses d'insertion et par là même les publics concernés. Donc, comme beaucoup, on a majoritairement, même j'ai envie de dire ultra majoritairement, des travaux. Et l'objectif est véritablement d'aller vers d'autres types de marchés. Alors, on en a des marchés de nettoyage, d'espaces verts, voilà. Mais là, grâce à ce lien en amont avec Initiative 77, on a pu inclure aussi des heures d'insertion dans des marchés de maîtrise d'œuvre. On l'a même dans des choses auxquelles on ne croyait pas du tout. Là, très récemment, on a l'expérience d'avoir mis des heures d'insertion dans un marché de chèques services. Et jamais on aurait pensé à cela. Et finalement, les opérateurs étaient très fans. Ils le mettaient déjà en place. Donc voilà, donc ça permet aussi d'avoir une diversification tant des achats que des publics. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir Oui, oui, vous avez bien fait. sur cet élément-là. Et donc, si on revient au salon de l'achat, voilà. Donc ça, c'est une démarche un petit peu singulière parce que très souvent, je le disais, on a plutôt des conventions fournisseurs. Donc les conventions fournisseurs, c'est un acheteur et ces fournisseurs, très souvent, on est dans des segments d'achat. Là, l'idée, c'était finalement de s'unir pour que des entreprises participent à un événement et disposent du maximum d'informations avec un maximum d'acheteurs publics. Voilà, donc troisième édition cette année. L'année dernière, on a vu entre 350 et 400 participants, dont 250 entreprises. Cette année, on a vu encore un petit peu plus large, donc on a beaucoup plus d'acheteurs du territoire seine-et-marnais qui vont être présents, et puis des partenaires. Donc, comment ça marche concrètement? C'est le slide suivant où voilà, je vous ai mis un petit peu ce que les entreprises peuvent y trouver. Donc, comme l'année dernière, on a un format plutôt en plénière pour débuter. Là, donc c'est présenté la programmation à la fois du département de Seine-et-Marne, mais des deux co-organisateurs. Donc, on a avec nous le SDIS, les pompiers, et puis le premier bailleur social de Seine-et-Marne, Habitat 77. Donc, c'est présenter nos programmations. C'est également, on va présenter cette année notre nouveau spazer. Et puis donner des éléments aussi sur notre structuration, sur la commande publique, sur la dématérialisation, sur les clauses d'insertion. Enfin voilà, à voir que les entreprises identifient bien sur la plateforme Maximilien, oui, voilà, par exemple. Donc, il n'y a pas que de la programmation, il y a d'autres informations. Là, je vous ai mis deux slides voilà, qui permettent déjà de donner pas mal d'informations aux entreprises. Non, voilà. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, on a des stands, voilà, où les entreprises vont pouvoir rencontrer les acheteurs du territoire. Et dernier temps, alors qui se situe en parallèle du second, c'est donc des ateliers sur l'accès à la commande publique. Donc ça, je le disais tout à l'heure, c'est toujours important. L'année dernière, on avait fait aussi des ateliers sur les clauses sociales avec le témoignage notamment de chefs d'entreprise qui avaient mis en place la clause d'insertion et finalement qui venaient témoigner de tous les bénéfices que ça a pu leur apporter. Notamment dans des secteurs en tension, hein, où c'est aussi un levier de recrutement pour ces entreprises. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça va s'organiser à nouveau cette année. Bien évidemment, tous les supports présentés lors de cette manifestation sont mis à la disposition des entreprises participantes. Donc là, cette année, je pense qu'on aura peut-être même un replay
de la plénière. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ce salon. Donc voilà, c'est une. Alors on n'est pas les seuls en France à le faire, hein. On a vu deux autres initiatives comparables, l'une à Strasbourg Métropole et l'autre qui se situe en Isère, où en fait c'est un petit peu le même principe, c'est vraiment permettre aux entreprises de rencontrer les acheteurs d'un territoire. Donc ça aussi, et ça vous le comprendrez bien, c'est aussi une initiative qui, en arrière-fond aussi, une vraie volonté de développement économique du territoire, même si bien sûr, voilà, il n'y a pas que des entreprises seine-et-marnaises qui participent. Je crois que l'année dernière, on avait à peu près 50% d'entreprises seine-et-marnaises. Au niveau francilien, on devait se situer à peu près à 90%, et puis on avait 10% d'entreprises qui étaient plus sur la frange extérieure à l'Île-de-France. Voilà. Alors, pour terminer, des pistes d'optimisation, ça aussi, ça a été évoqué. Vous le rappeliez tout à l'heure, hein, on déploie au département de Seine-et-Marne avec Maximilien un SIHA. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est de sortir un petit peu aussi de tous les tableaux Excel et puis d'avoir un outil qui supporte, qui soit plus adapté. Et puis, donc, une autre perspective d'optimisation sur laquelle on travaille, que vous avez évoqué également, c'est Approche. C'est vrai là, on est plutôt en phase de test, et donc, il y a de très fortes possibilités pour qu'en 2025, Approche puisse constituer un élément complémentaire d'audience sur nos programmations et sur nos besoins d'achat. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et donc je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Monsieur Albo. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions souhaitées les poser. Moi, j'avais une question sur le Spazer, c'est la programmation. Voilà, vous y faites référence dans le Spazer, c'est quelque chose que. Alors la programmation est pas enfin disons qu'on a le Spazer et on a une politique achat aussi en parallèle, hein. Donc l'idée c'est que les deux puissent aussi interagir et se compléter. C'est pas un objectif repris dans le Spazer, mais c'est sous-jacent, c'est-à-dire qu'on y fait référence. On y fait référence plusieurs fois, mais on n'a pas déterminé, en tout cas dans le Spazer, un objectif d'optimisation de la programmation. Et donc là, j'ai vu que vous avez une convention donc avec Osmose sur la partie insertion, là, les structures d'insertion par l'activité économique. J'imagine que c'est via le facilitateur que voilà, vous pouvez travailler avec ce type de structure, puisqu'il y a aussi un réseau francilien de l'insertion par l'activité économique, un réseau Seine-et-Marnais de Synacté de l'insertion par l'activité économique. Donc j'imagine que voilà, c'est porté par le facilitateur. Oui, alors on multiplie tous les canaux, hein, évidemment. Donc au niveau territorial, donc bien sûr, il y a la première chose, ce sont les clauses d'insertion, mais effectivement pas seulement. Donc on s'appuie bien évidemment aussi sur tous les facilitateurs du territoire. La convention avec le réseau GESAD, c'est un plus. C'est vrai que ça nous a permis, en tout cas, dans ce secteur spécifique, de disposer aussi d'outils, de conseils. En fait, le réseau GESAD va proposer aussi pour les acheteurs, les juristes, les prescripteurs, aussi des animations toute l'année. C'est vraiment voilà, c'est presque comme, je ne vais pas dire comme un AMO, mais c'est voilà, Oui, c'est un accompagnement qui nous permet de gagner en maturité sur ce sujet-là.
Pas de questions. Par contre, tout à l'heure, j'ai oublié, alors pour revenir au résa, il y avait une question que je n'ai pas vue et que je m'excuse. Pouvez-vous nous redonner les liens pour les résultats des enquêtes? Pour Madame Bersani. Oh, votre micro. Pardon. Les résultats de l'enquête en soi, on a restitué les résultats en plénière. En revanche, on n'a pas mis les résultats en ligne du questionnaire, hein. C'est le calendrier, la programmation qu'on a mis en ligne. Mais en revanche, on n'a pas mis les résultats en tant que tels en ligne. Après, il n'y a pas de souci pour échanger avec les personnes sur le questionnaire en lui-même et de voir un petit peu comment il était structuré, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc, si éventuellement, je me répète, mais si éventuellement vous voulez prendre contact avec moi en début d'année prochaine, puisque je ne vous cache pas que la fin d'année, j'imagine que pour tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc, on peut se faire un point et je vous explique comment on a fait notre enquête et puis de voir un petit peu les focus où les fournisseurs ont soulevé des points à améliorer. Ça, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, si vous le permettez, Erika, juste un dernier petit mot aussi pour compléter la présentation. Donc, je n'ai pas pu tout reprendre, évidemment, dans un PowerPoint qui aurait été un petit peu long. Si, en tout cas, les participants là sont intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site du département. Donc, il y a une rubrique achat-marché. Et là, vous pouvez retrouver très concrètement des documents projetés aux entreprises. Voilà un petit peu la communication qui est faite. Bon, et puis, moi, je dirais comme point de conclusion, c'est vrai que parfois, il peut y avoir, hein, vous évoquiez tout à l'heure le sourcing, hein, c'est un petit peu pareil, il peut y avoir une certaine frilosité aussi, hein, de communiquer ses besoins aux entreprises, même au-delà du fait qu'évidemment, une programmation, elle est vivante, donc il faut aussi pouvoir la réactualiser, etc. Mais c'est vraiment important, c'est complémentaire au sourcing. Et vraiment, dans le cadre de la programmation, il faut vraiment avoir un appui direction générale, même j'ai envie de dire politique fort, hein, et bien rappeler aussi à la direction générale, aux élus, tous les enjeux de la programmation. Je pense qu'un directeur général, il est beaucoup plus tranquille quand il y a de l'huile dans les rouages, plutôt que d'aller se retrouver avec des services qui s'empoignent parce que voilà, il y a un moment des partages de responsabilités, on est en retard, etc. Donc c'est une vraie mesure d'amélioration interne. Et puis l'autre élément aussi, euh, évidemment, je parlais d'orthodoxie, à respecter les règles de la commande publique, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, et d'ailleurs, le dernier article de la Gazette des communes le rappelle, les chambres régionales des comptes, aujourd'hui, ce qu'elles vont contrôler, ça va être, enfin, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est de contrôler, c'est leur rôle, hein, c'est un contrôleur de gestion, en tout cas avec cette casquette-là. Ce qu'ils vont contrôler, c'est l'efficacité de l'achat et comment une collectivité ou un établissement s'organise pour justement avoir un achat plus performant. Donc, donc là, on parle de sourcing, on parle de process achat, on parle de programmation. C'est tout autant d'éléments qui, aujourd'hui, justement, permettent d'accroître cette performance achat et on l'a dit, de maximiser la concurrence. Voilà. La Chambre régionale des comptes, aujourd'hui, c'est… Alors, OK, ils vont prendre quelques marchés à auditer, ça se fera toujours. Mais en tout cas, quand je vois les dernières observations que j'ai pu lire des CRC, c'est la démarche achat, comment une collectivité concrètement s'organise pour optimiser ses achats, pour prendre en compte la RSE, etc., etc. On voit bien qu'il y a un niveau de professionnalisation qui est sans cesse croissant, hein, sur le métier d'acheteur. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut
arrêter l'atelier maintenant. Donc, je pourrais transmettre vos présentations, là, là, Alors moi, éventuellement. un petit peu en toute humilité, ce n'était pas vraiment une présentation, mes slides. Oui, non, non, Du mais coup, je les suis un points petit peu après, les embêtée. points La clés. présentation de monsieur était vraiment très, très, très bien et très claire. Donc voilà, Non, non, mais il n'y a pas de souci. j'ai pas de souci, mais c'est un peu délicat. C'était juste un ordre du jour, en fait, hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, on enverra le replay où il y a toute votre présentation, donc il n'y a pas de souci. Merci. Très bien, bah, écoutez, merci à tous pour la Merci. participation. Merci de Merci votre beaucoup aux attention. intervenants. Merci de ces échanges et très bonne journée. Merci à vous aussi. Au Au Merci à revoir. vous. revoir. Au revoir. Je vous remercie. Au Au revoir, bonne revoir. journée.